Bonjour, nous voici au chapitre 14 du cours de mathématiques de classe préparatoire TSI, deuxième année. Chapitre 14 qui possède des notions importantes et des notions un peu piégeantes. En particulier la partie 3 ici, dérivée partielle, donc la notion de dérivée partielle, et en particulier ici, dérivée partielle de fonctions composées, qui peuvent présenter certaines difficultés d'approche. Donc, on va commencer par des parties qui sont un peu préliminaires. Espace vectoriel normé RM. Norme et distance associée. En pratique, on n'utilisera que la norme euclidienne et sa distance associée. La norme euclidienne, je vous rappelle, c'est la racine carrée du carré scalaire. On avait déjà vu que c'était une norme. Donc, le produit scalaire étant le produit scalaire euclidien classique sur R puissance m. Donc, U donne norme de U, j'ai déjà noté comme ça, est une norme, si et seulement si, quel que soit UV appartenant à E. Norme de U plus V plus petite norme de U plus norme de V, c'est l'inégalité triangulaire. La longueur d'un côté d'un triangle est plus petite que la somme des longueurs des autres côtés. Positive homogénéité, norme de lambda U, c'est valeur absolue de lambda, norme de U. Et l'axiome de séparation, norme de U est nulle si et seulement si U est le vecteur nul, ce qui est intéressant, puisque ça permet d'identifier qu'un vecteur soit nul en regardant uniquement sa norme, qui est quand même juste un réel de vecteur ayant, lui, m composantes. Donc Rm, dans l'exemple avec la norme euclidienne canonique, si U c'est le vecteur x1, x2, xm, la norme de U c'est racine carrée de x1 carré plus x2 carré plus xm carré, appelée parfois norme euclidienne, et sauf mention contraire, c'est évidemment elle qu'on va utiliser. Alors le programme parle aussi de la notion de distance. Alors ce sont bien des vecteurs dans RM. Alors la distance de vecteur, ça peut paraître très bizarre, mais en fait en pratique, la distance de U à V, dans la plupart des cas, ça va être la norme de V moins U. Donc V moins U est un vecteur, et donc on aura bien un nombre positif, la norme de V moins U. Donc D est une distance, c'est une notion encore plus faible que celle de norme, si et seulement si D de UV égale D de VU. Voilà, et on a la symétrie. On a encore l'inégalité triangulaire, la distance de U à W c'est plus petit que la distance de U à V plus la distance de V à W. Et on a encore la séparation, à savoir que la distance de UV est nulle si et seulement si U est égal à V. Voilà. Vous voyez que la symétrie, c'est en fait, ça correspondrait uniquement au cas où lambda vaut moins 1 dans le cas précédent, ce qui fait que la notion est une notion plus faible. Voilà, la distance habituelle qu'on utilise, c'est norme de V moins U. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, quelques notions topologiques maintenant. La notion de boule, partie bornée, partie ouverte ou fermée. Alors, une boule ouverte de centre U0 et de rayon R, qu'on a ici, c'est l'ensemble des vecteurs V de Rm, tel que la distance de U0 à V soit strictement plus petite que R. Dans le plan, c'est tout simplement le disque, sans le bord, puisque c'est strictement plus petit que R, de centre l'extrémité de U0 et de rayon R. Et ça, ce sont les extrémités des vecteurs de la boule ouverte. Alors quelquefois, si on rajoute, mais dans notre programme, ça a un petit peu disparu, V différent de U0, on parle de boule ouverte étoilée, avec une étoile. La boule ouverte, on note un B avec un O pour dire qu'elle est ouverte. La boule fermée, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on va chercher le bord. Donc on a mis un inférieur ou égal ici, au lieu de mettre un inférieur strict là. Donc cette fois-ci c'est le disque mais avec le cercle si on est dans le plan. Une partie bornée de Rm, c'est une partie de Rm incluse dans une certaine boule, ouverte ou fermée. Ça c'est pas gênant puisqu'on a le rayon de la boule qui est libre, on peut avoir un grand rayon à la boule, mais cette partie doit être complètement dans une certaine boule.
On pourrait même mettre boule centrée sur le vecteur nul. Hein, ce serait même pas gênant, il suffirait d'augmenter le rayon éventuellement. Une partie ouverte ou un ouvert de Rm, c'est là qu'on arrive un peu à de la topologie, c'est une partie de A telle que, quel que soit le vecteur, il existe un rayon strictement positif tel que la boule ouverte de centre ce vecteur U et de rayon R est complètement incluse dans A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une partie ouverte ou un ouvert. Donc vous voyez que si vous prenez un disque, eh bien vous ne pouvez pas prendre les points du bord, puisque ça ne marchera pas. Donc pour prendre, si vous voulez un disque, vous ne pouvez pas prendre le cercle. Vous êtes obligé d'exclure le cercle, mais à ce moment-là, même si vous êtes très près du bord, comme vous avez ce rayon, il doit simplement exister. Il n'y a pas de condition sur sa valeur, bien entendu. Donc il peut être tout petit si votre vecteur U, lui, se trouve tout près du bord. Vous serez obligé de prendre un rayon tout petit. Donc une partie fermée ou infermée de Rm. Alors là, la définition peut vous étonner, mais ça, en topologie, c'est un peu toujours comme ça qu'on définit ça. C'est une partie telle que son complémentaire A soit un ouvert. En fait, la bonne notion, celle qu'on définit le plus facilement, c'est la notion d'ouvert, de partie ouverte, ou d'ouvert tout simplement, de Rm. Donc c'est une partie dans laquelle, autour de tout vecteur, on va trouver une boule telle que tous les vecteurs dans la boule soient inclus dans A. On aurait pu prendre une boule fermée ici, il suffirait éventuellement de réduire encore le rayon, ça ne changerait pas la définition. Alors, intérieur, frontière, extérieur. Dans le paragraphe, A est une partie non vide de Rn, et on a U0 appartient à Rn. U0 est un point intérieur de A. Si et seulement si, il y a une boule de centre U0 et de rayon R au moins, qui est complètement incluse dans A. Donc cette boule a un rayon, d'où le fait qu'on commence par il existe R strictement positif. L'ensemble de ces points intérieurs de A s'appelle l'intérieur de A. Voilà. U0 est un point extérieur de A si et seulement si il existe un R strictement positif tel que la boule ouverte de centre U0 et de rayon R ne rencontre pas A, donc intersection avec A donne l'ensemble vide, est vide. Donc il existe un point est extérieur à A s'il existe pour tout vecteur U0, c'est un vecteur est extérieur à A si et seulement si il existe une boule ouverte de centre U0 qui ne s'intersecte pas avec A. Ça correspond bien à la notion du fait que le complémentaire d'un ouvert était infermé. Vous voyez, on voit un petit peu ça qui apparaît de façon sous-jacente. Un point est adhérent à A, si et seulement si, quel que soit le rayon là, même s'il est tout petit, la boule ouverte de centre U0 et de rayon R rencontre A. Voilà. Donc ça, c'est un point, ce qu'on appelle un point adhérent à A. Et l'ensemble de ces points s'appelle l'adhérence de A. Alors évidemment, tous les points de A sont adhérents à A, puisque dans la boule ouverte de centre U0 et de rayon R, il y a U0, et qui appartient à A, donc son intersection avec A n'est pas vide. Donc les points frontières, c'est les points adhérents qui ne sont pas dans l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la frontière ou le bord. Voilà l'exemple en dimension 1 pour un intervalle AB quelconque, quel que soit le fait qu'on ait pris A ou B ou aucun ou les deux. L'adhérence, c'est le fermé, l'intérieur, c'est l'ouvert, et la frontière, c'est les points A et B. L'ensemble des points adhérents à son adhérence est formé évidemment de la frontière et de son bord. Voilà, donc on va prendre un exemple ici. Voici le domaine A. Alors le domaine A, il y a ce cercle qui est là. Il y a ce point qui est là, et il y a ce disque qui est là, qui contiennent ou qui ne contiennent pas le bord, ou qui contiennent ou qui ne contiennent pas une partie du bord, ça n'a pas d'importance. L'adhérence de A est ici.
Alors c'est la même chose, mais là le bord est automatiquement dedans. En effet, si vous prenez un point du bord, eh bien, si vous prenez une petite boule centrée sur ce point, vous aurez des points de A qui sont dedans, aussi petite soit la boule. Ça, c'est l'intérieur de A. Alors là, j'ai mis autour un trait plus fin et pas vert, hein, il n'est pas dedans. L'intérieur de A n'est pas... Le cercle, pardon, n'est pas dans l'intérieur de A. L'intérieur de A, c'est le disque ici, sans le cercle. Et la frontière de A, ben, ce sont les deux cercles, et puis ce point-là, qui est quand même un point frontière. Voilà, maintenant on va parler d'application pour la première fois de plusieurs variables, et ici donc de P variables. Donc application de A non vide inclus dans RP, dans R. Alors limite et point et continuité en un point. Donc pour avoir une limite, il faut prendre un point adhérent à A. Si U0 appartient à A, on pourra s'intéresser à la continuité en tel point. Mais c'était déjà vrai pour les applications de R dans R. Pour avoir une limite, il faut prendre un point qui est soit dans l'ensemble, soit au bord. Si vous avez une application qui est définie sur 0, 1 ouvert, vous pourrez avoir une limite en 0, une limite en 1, mais pas de limite en 2, ça n'a pas de sens. La définition de la limite se donne en epsilon. Hein. Donc, la limite de f en U0, donc, qui se note limite de f de U égale L quand U tend vers U0. Si elle existe, bien entendu, c'est quel que soit epsilon strictement positif, il existe R positif, quel que soit U appartenant à A différent de U0. Distance de U à U0 est plus petit que R, implique valeur absolue de f de U moins L est plus petit que epsilon. Alors dit comme ça, j'ai fait que paraphraser. En fait, l'idée fonctionne à l'envers. Comme ça, c'est une implication. Ça veut dire qu'on peut rendre f de U aussi proche qu'on veut de L, avec un epsilon arbitraire, puisqu'on a commencé par quel que soit epsilon, à condition de devoir prendre U suffisamment proche de U0. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans cette définition de limite, il faut absolument le voir en dynamique. Je peux rendre f de U proche de L aussi proche que je veux, à condition de devoir rendre U suffisamment proche de U0. Donc il y a un quel que soit U qui est tel que distance de U à U0 est plus petit que R, U différent de U0, avec f de U moins L en valeur absolue qui est inférieur ou égal à epsilon. Alors dans les mêmes conditions, on dit que f est continu en U0, évidemment si U0 appartient à A, hein. Si et seulement si la limite de f de U, ben, c'est f de U0. Attention, la limite n'existe pas toujours. Okay. S'il n'existe pas de L qui résolve ça, ben, il n'y a pas de limite, voilà, tout simplement. C'est des choses qui arrivent très régulièrement, bien entendu. Application continue sur A non vide, A inclus dans RP à valeur dans R. Ben, une application est continue sur A si et seulement si elle est continue en tout vecteur U0 de A. L'ensemble des applications continues de A inclus dans RP A non vide, hein, dans R se note C0 de A dans R. Ça, c'est un petit peu la même notation que celle qu'on a toujours vue. Et on voit bien qu'il y a quelque part une structure d'espace vectoriel, parce que les deux premières choses, ça correspond bien à ce qu'il faut montrer quand on a un sous-espace vectoriel. Donc l'énoncé n'en parle pas, mais évidemment que les applications continues de A dans R forment un espace vectoriel, sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications de A dans R, qui lui est toujours un espace vectoriel. On l'a montré dans le cours de sup. Alors, donc la somme, le produit par un réel, le produit d'application continue sur A est continu, le quotient est continu, à condition évidemment que G de U0 ne soit pas nul. Sinon, il n'y a pas de limite possible, a priori, en U0, et donc de continuité possible. Il n'y a pas de valeur au point, donc il n'y a pas de continuité possible, de toute façon. Alors, les applications composantes FI qui a U1, U2, UP associées UI, composantes ou coordonnées, sont continues sur RP. Ça se montre évidemment en epsilon en prenant R égale epsilon à chaque fois. Mais de vous à moi, je vais vous faire une confidence, sauf si vous êtes vraiment tête de classe,
en TSI en maths en deuxième année. S'il y a une démonstration en epsilon à faire, vous la sautez, vous trouverez bien d'autres choses à faire dans le problème qu'on vous a donné. Alors, théorème très intéressant qu'on a déjà vu pour les applications de R dans R, l'image d'une partie fermée bornée de A par F est un borné, et une partie bornée de R. Et les bornes sont atteintes, en fait c'est donc une partie fermée bornée aussi. Voilà, l'application est en continu, bien entendu, et c'est un fermé borné. La démonstration est admise, c'est un petit peu normal parce qu'elle est un peu délicate. Bien, voilà, donc nous voici maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les applications d'une partie de RP dans R, et donc les dérivés et la notion de dérivée partielle. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que pour travailler ça, n'importe comment, on va toujours se placer sur un ouvert de RP. Voilà, on ne va pas travailler ailleurs que sur un ouvert de RP, et on aura donc cette application qui est définie sur cet ouvert. Et si votre application est définie sur plus que l'ouvert, eh bien pour ce qui est du calcul des dérivées partielles, etc., de toute façon, vous vous placez sur un point de l'intérieur qui, lui, est bien un ouvert par définition, le plus grand ouvert qui est inclus dans A. Donc f de RP dans R définit sur U un ouvert de RP. La dérivée partielle de f par rapport à la ième variable, au point x1, x2, xp, qu'on note d rond f sur d rond xi le plus souvent, en x1, x2, xp, c'est la limite quand t tend vers xi de f de x1, x2, alors à la place de xi j'ai t, moins f de x1, x2, xi, xp ici, et sur t moins xi. C'est donc la même chose que le calcul d'une dérivée en un point que vous avez vu en sup au niveau du début des dérivés, avec cette seule petite différence qu'il y a une variable qui bouge, les autres variables, ici la ième variable, les autres variables étant toujours constantes en fait, et donc les valeurs de f pour les autres variables, c'est au point considéré. Donc s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de dérivée partielle, voilà. Et on parle de dérivée partielle première, oui, parce qu'on a dérivé qu'une fois. Si on a 2 ou 3 variables, on va parler de d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y, éventuellement d rond f sur d rond z. Et si on est en polaire, on va parler de d rond g sur d rond ρ, d rond g sur d rond θ, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier cette chose ici qui est très très importante, c'est qu'il s'agit non pas d'une dérivée par rapport à x, par rapport à y ou par rapport à z, si vous avez une formule avec des x et des y et des z, mais c'est la dérivée par rapport à la première variable, dérivée par rapport à la seconde variable, dérivée par rapport à la troisième variable, dérivée par rapport à la ième variable. Voilà. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on risque des accidents. Alors il y a d'autres notations, entre nous je ne les ai jamais vues utiliser, celle-ci un tout petit peu, dérivée partielle, par rapport à la ième variable de f en u. Alors celle-ci, jamais vue utilisée dans un problème. Alors définition suivante, f de classe C1 sur u, si et seulement si, f admet p dérivées partielles. Alors les dérivées partielles, ce sont des applications bien entendu de p variables aussi, qui doivent donc p dérivée partielle continue sur u, donc d rond f sur d rond xi doit être défini et continu sur u pour tous les numéros de variables de 1 à p. Donc la dérivée partielle par rapport à la première variable doit être définie et continue sur u jusqu'à la dérivée partielle par rapport à la pème variable. Donc pour les applications de classe C1, on va retrouver quelque part caché encore une notion de sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications de U dans R. Et ici le produit et le quotient en un point, évidemment, où G ne s'annule pas, c'est-à-dire comme on est sur un ouvert inclus dans U, tel que G ne s'annule pas, pour que F sur G soit aussi de classe C1. Alors le gradient, qu'est-ce que c'est ? C'est le vecteur formé des dérivées partielles en un point. Le gradient se calcule en un point, et il se note aussi quelquefois nabla F, ou gradient de f pris en u.
Cette notation n'est pas tout à fait satisfaisante puisque c'est nabla f pris en nu, hein, qui est évidemment ce gradient. Donc c'est en fait des ronds f sur des ronds x1 jusqu'à des ronds f sur des ronds xp pris en u. C'est donc un vecteur de RP. Ce gradient va avoir une importance dans l'étude des courbes qu'on appelle par équation implicite f de xy égale 0, ou des surfaces définies par f de xyz est égal à 0 dans un repère orthonormal. Pourquoi va avoir de l'importance? Alors d'abord, ces courbes et surfaces, vous allez dire c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Vous avez déjà en fait étudié des courbes en équation implicite sans le dire depuis très longtemps, puisque vous savez que l'équation du cercle de centre haut et de rayon 1, c'est x2 plus y2 égale 1, qu'on peut réécrire x2 plus y2 moins 1 égale 0, qui est bien f de xy est égal à 0, et de même évidemment pour la sphère de centre 0 et de rayon 1. Voilà. Donc c'est pas vraiment nouveau. Un point critique de f. Alors un point critique, c'est un point où il se passe des choses qui risquent d'être bizarres, dangereuses, ou tout ce que vous voulez de ce type-là. En fait, c'est un point de U, c'est en fait un vecteur. Hein. Ici, on confond vecteur et point dans tout le chapitre, hein. C'est plutôt un vecteur, en fait, tel que toutes les dérivées partielles sont nulles, c'est-à-dire tel que le gradient est nul. Voilà, donc un point critique, c'est un point où le gradient est nul. Alors ces points critiques vont être un petit peu comme dans les applications dans les fonctions de R dans R. Hein. Les points critiques sont les points où la dérivée est nulle, et ce sont les candidats idéaux pour avoir un extrémum, par exemple. Donc développement limité à l'ordre 1, ici on aura la même chose, f de u plus du égale f de u plus des ronds f sur des ronds x1 pris en u des x1 plus des ronds f sur des ronds x2 pris en u des x2 plus petit o de norme de du ou petit o de du, ce sera la même chose. Alors le vecteur u c'est x1, x2, du c'est dx1, dx2 bien entendu. Ça, c'est la dérivée partielle prise en u par rapport à la première variable, et ça, c'est la dérivée partielle prise en u par rapport à la deuxième variable multipliée par dx1, dx2. Vous voyez bien que les d-ronds ne sont pas des d-droits, sinon on aurait envie de simplifier. Si tout était des d-droits, on aurait envie de simplifier et on aurait un 2df dont on ne saurait pas quoi faire. On se demanderait un peu d'où vient ce 2, et en dimension 3, on aurait un 3. Ça ferait un petit peu ridicule. Donc je peux l'énoncer sur la façon suivante, en mettant f de u plus du moins f de u. En fait, j'allais dire sa partie principale, son équivalent quand il n'est pas nul, ou toute chose de ce type-là, n'y voyez pas de terme mathématique, sa partie essentielle là-dedans, c'est la façon dont f varie quand la première variable varie multipliée par la variation de la première variable, plus la façon dont f varie quand la deuxième variable varie, multipliée par la façon dont la deuxième variable varie. Donc ça va vous donner l'essentiel de la variation. L'essentiel de la variation a une petite condition, c'est que ça ne soit pas nul, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en un point critique. Donc extrémum d'une application de classe C1 sur U, un ouvert de R2. Et pour trouver les extrémums locaux, eh bien, une condition nécessaire d'existence d'un extrémum local, c'est que le gradient soit nul en ce point-là. Voilà, et la démonstration, elle est là. Hein. Donc les variations de l'application entre U et U plus DU, c'est ça. Petit taux de DU, je vous ai dit, ou petit taux de norme de DU, ce ne sera pas la même application, mais ça revient au même pour le développement limité. Et si votre point est un extrémum, cette quantité-là ne change pas de signe. C'est-à-dire que si c'est un maximum, cette quantité-là va toujours être négative, puisque U plus DU va être à côté du maximum. Et si c'est un minimum, cette quantité-là va toujours être positive, puisque f de U plus DU va toujours être plus grand que f de U. Alors, cette quantité-là ne doit pas changer de signe. Si l'une de ces dérivées partielles n'est pas nulle, cette quantité-là va être négligeable par rapport à ça. Ok. Donc cette quantité-là va être négligeable par rapport à ça. Et à ce moment-là,
si, par exemple, d rond f sur d rond x1 pris en U n'est pas nul, simplement lui, bah, vous prenez dx2 qui est nul, vous changez dx1 en moins dx1, et vous avez cette quantité-là qui va changer de signe. Si du est suffisamment petit, cette quantité-là va être négligeable devant celle-ci, donc elle ne va pas changer son signe, et donc grand A changerait de signe, donc ce n'est pas un extrémum. Donc vous voyez qu'une condition nécessaire pour avoir un extrémum, c'est que les dérivées partielles, toutes les dérivées partielles au point, soient nulles, c'est-à-dire qu'on soit en un point critique. Voilà. Dérivée partielle d'une fonction composée. Alors, on écrit le théorème pour une fonction de deux variables. Puis là, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis parce que il y a un petit écho avec trois variables. Il y a les z qui servent à rien, que vous barrez sur votre version papier, là. Le z ici et puis le z là, ils servent strictement à rien. Donc, x, y sont des applications de classe C1 sur I. F est de R2 dans R de classe C1 sur un ouvert qui contient X de I croix Y de I. Okay, ça disparaît. Grand F est de R dans R défini par F de T, grand F de T égale petit f de X de T, Y de T. Donc on a bien les applications composées. Alors F est de classe C1 sur I et en tout point, F' de T, c'est d rond F sur d rond X. Pris, alors là, ça n'a pas été rajouté parce que souvent on le zappe pour ne pas alourdir la notation, mais c'est d rond f sur d rond x pris en x de t, y de t multiplié par x' de t, plus d rond f sur d rond y pris en x de t, y de t multiplié par y' de t. Ou en utilisant pour x' de t et y' de t la notation différentielle dx sur dt, mais cette fois-ci avec des d droits parce que x et y sont des applications d'une seule variable. Donc df sur dt, c'est d rond f sur d rond x dx sur dt, plus d rond f sur d rond y, dy sur dt. Et ça, vous zappez, j'ai dû passer de 3 variables à 2 variables pour alléger les notations et zapper certains allègements, c'est net. En notation différentielle, ça se note df égale d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy. Alors qui peut se redire en termes de variation, hein. La façon dont grand F varie quand t varie, c'est la façon dont petit f varie par rapport à x, multiplié par la variation de x, plus la façon dont petit f varie par rapport à y, toujours au point considéré, en x de t, y de t, multiplié par la variation de y. La variation de y étant évidemment... la variation de x et de y étant dx sur dt fois dt ou dy sur dt fois dt. Ce qui donne les d droits se simplifient. Attention à la différence des d ronds qui ne se simplifient jamais. Les d ronds sont toujours une notation. Les d droits, c'est un petit peu plus parce que ça se pseudo-simplifie dans le calcul pour y aller. Alors, une petite note. En physique ou en techno, on n'aura pas d'application grand F. C'est-à-dire qu'on va continuer à l'appeler par le même nom. Alors pourquoi ? Parce que regardez un petit peu ce qui se passe. En maths, grand F et de t, c'est petit f de x de t, y de t. Donc grand F, c'est pas petit f, c'est pas les mêmes formules, puisque c'est déjà pas les mêmes variables, etc. Donc ça peut pas être la même, donc elle a un nom différent. En physique ou en techno, votre grand F, il représente une masse, une énergie, une vitesse, que ce soit grand F ou petit f, et que vous changiez de variable, passez par des fonctions composées, ça ne change strictement rien. Ça a un sens physique, un sens technologique, une intensité, une tension, une vitesse, une masse, une énergie, une entropie, une enthalpie, tout ce que vous voulez de ce type-là. Et donc, on aura cette écriture-là qu'on va essayer d'éviter en maths, mais df égale d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy. Et on voit bien qu'ici, il n'y a pas de pseudo-simplification des ronds et des droits. Hein. On aurait df égale 2df, et en dimension 3, df égale 3df, etc., etc., etc. Alors la démonstration n'est pas complètement rigoureuse ici. Si vous êtes vraiment un élève et très bon, je vous laisse trouver l'endroit où c'est pas rigoureux. Si vous êtes un collègue, je vous laisse aussi trouver l'endroit où c'est pas rigoureux. Enfin bon.
Sinon, on zappe la démonstration de toute façon. Alors maintenant, cette fois-ci, je prends deux fonctions de deux variables. C'est-à-dire h est de R2 dans R de classe C1 sur U, un nouveau R de R2. F et G sont de R2 dans R, toutes les deux de classe C1 sur V, un nouveau R de R2. F de XY, G de XY, quel que soit XY appartenant à V, c'est un vecteur de U. Et donc l'application grand F qui est composée donc de grand V dans R qui a XY associe H de F de XY, G de XY, cette application grand F est aussi une application de deux variables. Donc elle peut aussi admettre des dérivées partielles et elle va même être de classe C1 si tout le monde est de classe C1. Vous voyez que H est de classe C1, petit f et petit g sont de classe C1. Et le calcul des dérivées partielles va donner cette chose-là en écriture simplifiée. Je vais vous faire ensuite l'écriture non simplifiée. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Donc d rond grand F sur d rond x égale d rond h sur d rond f sur d rond x plus d rond h sur d rond g sur d rond x. Pareil pour les dérivées partielles de grand F par rapport à y. Alors, en interprétation, ça vous dit que la variation de grand F par rapport à x, c'est le produit de la variation de h par rapport à f multiplié par la variation de f par rapport à x, plus la variation de h par rapport à g multiplié par la variation de g par rapport à x. Pareil par rapport à y. Et en version non simplifiée, c'est d rond grand f sur d rond x en x de t, y de t. C'est d rond h sur d rond f en x de t, y de t multiplié par d rond f sur d rond x en t, et même chose ici pour la suite. Alors vous voyez que si on veut y aller, ça complique quand même sérieusement les notations. En fait, on n'écrit jamais les points où on les prend, mais c'est bien d'en avoir un petit peu une petite idée quand même. Les coordonnées polaires se définissent par x égale ρ cosinus θ, y égale ρ sinus θ, ρ étant positif bien entendu, et θ par exemple sur 0,2 pi ou moins pi pi. D rond x sur d rond ρ c'est cosinus θ, d rond x sur d rond θ moins ρ sinus θ, d rond y sur d rond ρ c'est sinus θ, d rond y sur d rond θ c'est ρ cosinus θ. Alors petite chose amusante sur les d ronds, je vous invite à calculer les formules inverses. En effet, si vous inversez, vous avez bien ρ qui est racine de x2 plus y2, et qui est aussi donc une fonction de x et de y. Et donc, si je me place en un point autre que l'origine, d rond ρ sur d rond x, c'est la dérivée par rapport à x de racine de x2 plus y2, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x2 plus y2 multiplié par 2x. C'est-à-dire x sur racine de x2 plus y2. Jusque-là, ça va. Sauf que x est ρ cosinus θ et racine de x2 plus y2, c'est ρ. OK. Et donc, ρ cosinus θ sur ρ, ça vous fait cosinus θ. Donc, assez bizarrement, d rond x sur d rond ρ, c'est cosinus θ, mais d rond ρ sur d rond x, c'est aussi cosinus θ et non pas 1 sur cosinus θ. Alors faites le calcul, vérifiez, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et si après ça, vous me faites encore des pseudo-simplifications, eh bien, voilà, c'est tant pis pour vous, parce que vous verrez bien que ça ne peut pas, évidemment, fonctionner. Donc, fonction de RP dans R de classe C2, dérivée seconde. Les dérivées secondes sont les dérivées partielles des dérivées partielles. Hein. Voilà, donc les dérivées partielles secondes sont les dérivées partielles des dérivées partielles. Donc j'ai P applications dérivées partielles qui ont chacune P variable. Donc je vais avoir P carré dérivée partielle que je note comme ça dans un premier temps, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à la jm variable de la dérivée partielle de f par rapport à la im variable. Qu'on note ici comme ça pour simplifier un peu les notations des deux ronds f sur des ronds xj, des ronds xi. Alors vous voyez que ça c'est bien la dérivée partielle par rapport à la jm variable de la dérivée partielle par rapport à la im variable. Donc dans le calcul, il faut commencer par dériver par rapport à la im variable. Donc a priori, il y a p dérivée partielle seconde croisée. En dimension 2, ça vous en donne 3. P carré, pardon. En dimension 2, ça vous en donne 3.
qui se note comme ça, effectivement. Donc si on a des applications de classe C2 sur U, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. La somme, le produit par une constante, le produit et le quotient sur un ouvert où U ne s'annule pas sont aussi des applications de classe C2 sur U. Alors le théorème de Schwarz qu'on va admettre, lui, va nous permettre quand même de simplifier un certain nombre de choses. Dans la suite, en particulier dans les équations en dérivées partielles et dans les systèmes d'équations en dérivées partielles, consiste à dire que les dérivées partielles secondes croisées, quand f est de classe C2, sont égales. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à la ième variable de la dérivée partielle de f par rapport à la jème variable, et ça, c'est la dérivée partielle par rapport à la jème variable de la dérivée partielle de f par rapport à la ième variable. Et donc, ces deux quantités-là, les calculs vont être différents, bien sûr, mais les valeurs vont être égales. Donc, équation dérivée partielle du premier ordre, équation simple d rond f sur d rond x de xy égale g de xy. En fait, on dérive par rapport à x, donc on va primitiver g par rapport à x. Donc, je primitive g par rapport à x plus une constante. Mais attention, c'est là que ça devient piégeux. C'est que, comme j'ai une dérivée partielle par rapport à x, sous-entendu, la deuxième variable, y, est constante. Et donc, vous avez une constante, mais attention, quand y est constant, réfléchissez, c'est un peu la définition d'une variable, d'une fonction de y. Qu'est-ce qui est constant quand y est constant? J'ai les fonctions de y, et les fonctions de y seules. Elles sont constantes quand y est constant. Donc, il y a ici un côté arbitraire k, mais qui est un k de y. Voilà, donc la primitive de g, c'est une primitive quelconque de g par rapport à x, et k est une application quelconque de classe C1 par rapport à y, sur l'ensemble des valeurs où ça a un sens que ce soit défini. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça va nous donner un mode de résolution pour les systèmes, parce que là, vous voyez bien que il y a beaucoup trop de solutions, puisqu'il y a une fonction arbitraire de y. Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, vous avez un système comme ça. Alors, que font les mauvais élèves? Ils intègrent la première par rapport à x, la deuxième par rapport à y, et ils essayent d'égaler. Non, c'est pas ça. La première chose à faire, c'est de vérifier que les dérivées partielles croisées sont égales, c'est-à-dire si je dérive cette quantité-ci par rapport à la deuxième variable, donc si je dérive g par rapport à la deuxième variable, je dois avoir la dérivée de h par rapport à la première variable. Si ça ne vérifie pas ça, c'est que je n'ai pas de solution de classe C2, donc probablement pas de solution. Ensuite, on va faire un peu le fainéant, c'est-à-dire qu'on va prendre la plus simple des deux. Donc il y a deux équations, voilà, donc il y a deux fois des calculs de primitives, et on prend la plus simple des deux. Imaginons ici que ce soit la première. Donc j'intègre la première équation, et qui me donne donc une fonction inconnue, k de y. Et j'ai donc obtenu une écriture de f de xy, avec un k de y. Et à partir de cette écriture de f de xy, je vais la dériver par rapport à de seconde variable, y, et je vais égaler ça avec h. Et donc j'aurai k' de y qui va arriver, bien entendu. Donc le mieux est de travailler sur un exemple. Donc vous voyez ce système-là. Alors qu'est-ce qui est plus simple? Primitiver la première équation par rapport à la première variable x, ou primitiver la deuxième équation par rapport à la deuxième variable y. À l'évidence, la deuxième, parce que là, vous avez d'abord, celle-là est plus compliquée, et ensuite, vous avez ça qui est difficile à primitiver. Il faut faire une intégration par partie, etc. C'est pas très simple. Donc ça, primitiver par rapport à y, il n'y a pas de souci. Donc on vérifie que les dérivées partielles secondes croisées sont bien égales. On primitive la deuxième, donc cette fois-ci, c'est un k de x, puisqu'on intègre par rapport à y, donc sous-entendu à x constant. Vous dérivez maintenant cette égalité par rapport à x, et vous obtenez d rond f sur d rond x pris en xy, c'est la dérivée de ça. La dérivée de ça, x plus 1 cosinus x plus y, plus sinus x plus y, plus k' de x. Dérivée de ça par rapport à première variable x.
et qu'on égale par rapport à ça, ce qu'on a dans la première équation. Si on avait travaillé avec la première, on aurait égalé par rapport à ce qu'on a dans la seconde. Normalement, il doit y avoir de la simplification. Ici, il y en a. On obtient k' de x égale moins sinus x. Donc k de x égale cosinus x plus constante. Et donc finalement, f de xy, c'est x plus 1 sinus x plus y plus cosinus x plus constante. Voilà. En aucun cas, on intègre les deux équations séparément pour obtenir deux expressions de f qu'on va essayer d'égaler, mais on ne va pas savoir quoi faire avec, parce qu'il va y avoir d'un côté une application quelconque de variable x, et de l'autre côté une autre application quelconque de variable y, dont on ne saura pas trop quoi en faire. Donc très rapidement, équation dérivée partielle du second ordre, mais alors vraiment très rapidement, on intègre ça deux fois par rapport à x. Donc, et on reprimitive par rapport à x. Comme on a un k de y quand on reprimitive la deuxième fois par rapport à x, ça donne un xk de y, plus une constante quand y est constant, c'est-à-dire, bien entendu, L de y, c'est-à-dire une fonction de y, la deuxième variable. Quand c'est croisé ici, de la même façon, on intègre par rapport à l'un et par rapport à l'autre. Alors faites attention, le L ne va pas être le même, on va reprimitiver, mais ce n'est pas très grave, on obtiendra une fonction quelconque, une application quelconque de x et de y. Alors, exemple, pour travailler avec la physique, l'équation de propagation de d'Alembert, avec un changement de variable. Alors s'il vous plaît, vous le faites, moi c'est pas moi qui veux vous le faire là, cet exemple-là, pour voir les simplifications qu'on va avoir avec le changement de variable qu'on vous a donné dans l'équation de propagation de d'Alembert. Donc vous suivez le calcul, vous faites le début, vous regardez si vous êtes bien parti, vous réouvrez votre cours ou bien ça, et vous regardez si vous y allez. Voilà, tout est là, tout tient sur cette page-là. Voilà, c'est fini. Au revoir.